Allez, c'est parti pour notre analyse du jour. Honnêtement, quand on se retrouve face au rayon des œufs en supermarché, ça n'a jamais semblé aussi complexe qu'aujourd'hui. Entre les promesses des carafes filtrantes, la montagne d'eau minérale différente, la simplicité de l'eau du robinet ou même les fameuses machines à gazéfier, il y a de quoi s'y perdre complètement. Ce décryptage est justement là pour faire le tri, s'appuyer sur la science et comprendre exactement quelle est la meilleure option pour notre santé au quotidien. Au milieu de notre analyse, on va d'abord revoir le rôle de l'eau, puis confronter l'eau du robinet au filtre, distinguer les eaux minérales de celles de source, passer en revue un petit guide pratique, casser quelques mythes modernes et on terminera sur le verdict final. On y va ? Première partie, le rôle vital de l'eau. Regardez ce chiffre, 65%. C'est juste énorme. L'eau, ce n'est pas un petit supplément facultatif, c'est littéralement la fondation même de notre organisme. Sans elle, on ne tient pas bien longtemps. En fait, en cas de privation, notre survie est compromise bien plus rapidement qu'avec le manque de n'importe quelle autre source d'énergie ou de nourriture. Et le truc, c'est que cette eau, elle est tout le temps en mouvement. L'organisme en perd constamment et de manière inévitable. On en perd juste en respirant, en transpirant et bien sûr par les urines. Pour maintenir l'équilibre de la machine, l'objectif quotidien tourne autour de 1,5 à 2 litres. Mais attention, détail super intéressant, on n'a pas besoin de tout boire. L'eau cachée dans nos aliments solides contribue grandement à remplir ce quota. Deuxième partie, l'eau du robinet face au filtre. Alors là, le chiffre parle de lui-même, 100 à 300. C'est l'argument choc de la différence de coût. L'eau du robinet est 100 à 300 fois moins chère que celle qu'on achète en bouteille. Et pour tordre le cou à une rumeur très tenace, oui, c'est une eau parfaitement saine, rigoureusement surveillée, et elle contient de vrais minéraux utiles au corps. Si son goût varie parfois, c'est tout simplement une question de calcaire, ce que les pros appellent la dureté de l'eau. Du coup, on se pose souvent la question des filtres à la maison. C'est simple, mais crucial à comprendre. Les fameuses carafes filtrantes qu'on a presque tous, elles utilisent du charbon actif dans un seul but, enlever le chlore pour adoucir le goût. C'est tout. L'erreur, c'est de croire qu'elle purifie l'eau. Elle ne bloque ni les bactéries, ni les nitrates, ni les pesticides. Si on cherche une purification extrême, il faut passer aux osmoseurs industriels, mais ça, ce sont de grosses machines, lourdes, surtout utilisées par les professionnels. Troisième partie, faisons la distinction entre eau minérale et eau de source. Commençons par l'eau de source. Officiellement, la réglementation dit que c'est une eau qui provient d'une source souterraine protégée. Mais sa vraie spécificité, c'est son dosage. Elle contient naturellement moins de minéraux qu'une eau qualifiée de minérale. C'est l'unique raison pour laquelle elle n'a pas cette appellation supérieure. Pensez à la cristalline ou aux marques repères de vos supermarchés par exemple. L'eau minérale naturelle, elle, vient d'une nappe phréatique profonde et possède une composition en minéraux très spécifiques qui ne change jamais. Par contre, ce secteur fait face à un vrai casse-tête environnemental aujourd'hui, l'éternel débat entre le plastique et le verre. Le plastique, c'est ultra pratique pour le transport, c'est sûr, mais sur des temps de conservation très longs, ça pose de vrais risques écologiques et sanitaires. Toute l'industrie est donc en recherche active de nouveaux contenants pour résoudre ce dilemme. Quatrième partie, le guide des eaux spécifiques. C'est là que ça devient fascinant. On peut littéralement voir ce rayon comme une pharmacie naturelle. Besoin d'un coup de pouce en magnésium contre la constipation ou les crampes musculaires, hop, Épar ou Rosana font parfaitement le job. Pour contrer l'ostéoporose ou combler un manque de calcium, Contrex ou Courmayeur sont tout indiqués. A l'inverse, les eaux très faiblement minéralisées comme Evian ou Volvic sont parfaites pour ne pas surcharger les petits reins fragiles des bébés. Et en cas d'hypertension artérielle, le choix s'oriente vers des eaux très pauvres en sodium, affichant moins de 20 mg par litre, comme certaines Perrier ou la Salvetta. Et un petit focus sur les eaux gazeuses bicarbonatées, type Saint-Yor ou Vichy-Célestin. Elles sont super réputées pour la récupération sportive et pour apaiser la digestion. Et attention, cassons une rumeur tout de suite. Non, elles ne font pas grossir. Et non, elles ne donnent pas de ballonnement persistant. La mécanique interne est limpide. Dès que le gaz arrive dans l'intestin, il se mélange à l'acide de l'estomac pour former un bicarbonate, ce qui facilite la digestion de manière redoutable. Cinquième partie, les mythes et les gadgets modernes. Alors, celle-là, on l'entend très souvent lors des repas. La science recommande-t-elle vraiment d'éviter de boire en mangeant ? La réponse est non. Et l'anatomie nous explique pourquoi. L'eau fait un trajet éclair dans notre corps. Elle traverse l'estomac à toute vitesse, glisse à travers l'intestin grêle sans y être absorbée et finit par être captée efficacement dans le côlon. Conclusion nette, boire à table ne perturbe pas la digestion. Le seul petit bémol, c'est pour les personnes au régime. Les liquides font passer les aliments un peu plus vite, ce qui peut écourtir la sensation de satiété. Autrement dit, on a faim un peu plus tôt. Autre grand sujet, surtout avec la mode du retour à l'écologie à la maison, est-ce qu'on peut récupérer et boire l'eau de pluie en toute sécurité ?
Le verdict médical est radical. Non, on ne boit pas l'eau de pluie. Et la raison est purement chimique. En tombant du ciel et en ruisselant, cette eau agit comme un aimant. Elle se charge d'un tas de contaminants, accumule des nitrates, des résidus agricoles et divers polluants. Bref, c'est beaucoup trop dangereux pour notre santé. Et pour nos alternatives modernes, les eaux aromatisées qu'on trouve en magasin sont totalement sûres, tant qu'elles sont sans sucre, et pas de panique sur les édulcorants. Il faudrait boire 15 canettes par jour pour s'exposer à un vrai risque. De l'autre côté, les fameuses machines type SodaStream à la maison offrent un gros avantage. On réduit drastiquement le plastique en utilisant l'eau du robinet. Mais restons lucides, il faut tout de même acheter et gérer des cartouches de gaz, ce qui nuance un peu le grand bilan écologique. 6e et dernière partie, le verdict final. Pour conclure, il faut se rendre à une évidence incontournable de notre époque. Peu importe que l'eau vienne du robinet, d'une petite source forestière ou d'une nappe minérale profonde, elle a voyagé à travers nos sols. La pureté absolue à 100%, c'est virtuellement impossible à garantir aujourd'hui. De minuscules traces de polluants ou de pesticides peuvent potentiellement toucher absolument toutes les catégories d'eau. Aucune exception. Face à ça, la recommandation ultime des experts est simple et logique, la variété. Plus on varie nos sources d'eau, mieux c'est. C'est exactement comme pour la nourriture, en tournant régulièrement entre différentes marques, les eaux de source, celles du robinet et les eaux minérales, on équilibre ces apports en différents minéraux. Et surtout, on réduit énormément le risque d'être exposé trop longtemps à une pollution très localisée. Ce qui nous amène à une question extrêmement concrète pour terminer. Sachant que notre corps a ce besoin vital de volume chaque jour, quelle eau va composer nos 1,5 litres d'aujourd'hui? Plutôt une eau riche en magnésium pour l'énergie, une source toute légère, ou juste la bonne vieille eau du robinet? Le paysage est maintenant bien clair, le choix nous appartient.